Bonsoir et bienvenue dans le débat de questions d'actu. Après le déplacement de l'ambassade US à Al-Quds occupée en 2017, Trump commet une nouvelle forfaiture diplomatique, cette fois au Sahara occidental, reconnaissant unilatéralement la souveraineté de Rabat sur ce territoire non autonome. Et ce à la veille de la célébration aujourd'hui même de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux de 1960 par la résolution 1514. Le parallèle est permis puisque les USA et le Maroc ont effectué un troc diplomatique cette semaine qui a choqué la communauté internationale et contrevient aux règles les plus élémentaires en matière de droit international. Depuis, les condamnations et rejets du décret présidentiel américain fusent. Aux Nations Unies, Guterres a déjà sonné le glas des réjouissances marocaines. Le décret américain n'aura aucun effet, dit-il, un effet juridique sur le dossier du Sahara occidental. Pour en parler, je vous présente d'abord notre plateau ce soir avec la présence de M. Amazit Bouhalfa, journaliste spécialisé dans les questions internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Saïd Ayachi, président du comité de soutien au peuple sahraoui. Merci à vous également d'être parmi nous. Et puis M. Brahim Zitouni, analyste politique, merci également d'être ce soir avec nous. Et puis via Skype, nous accueillons ce soir également, à partir de Paris, Maître Gilles Devers, avocat et représentant du Front Polisario. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Et puis à partir de Madrid, nous avons Carlos Ruiz, juriste et professeur universitaire. Merci à vous, monsieur, également d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour commencer, on va faire un petit résumé sur les réactions internationales. C'est un sujet signé par Naïma Chekchek. C'est avant-hier que l'Assemblée générale de l'ONU a emboîté le pas à cette reconnaissance fallacieuse du président américain sortant en adoptant illico et sans vote une résolution dans laquelle elle appuie la solution garantissant au peuple du Sahara occidental son droit à l'autodétermination. Une nouvelle résolution très saluée par le représentant du Front Polisario à l'ONU qui affirmait hier que l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une nouvelle résolution sur le Sahara occidental constitue un coup dur pour l'occupation marocaine et ses tentatives visant à dénaturer la cause sahraoui. À ce propos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé de son côté hier que le règlement du conflit au Sahara occidental ne dépendait pas de la reconnaissance individuelle des États, mais de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. Une affirmation relayée par nombre de partis dans le monde exigeant le respect du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple du Sahara occidental, comme le soulignait Pierre Gallon, président du Comité européen de solidarité avec les populations de Seghi al-Hamra et Oued el-Dahab. Dans la foulée, le vice-président du groupe parlementaire Paix pour le peuple sahraoui au Parlement européen a réitéré hier la position de soutien et de solidarité du groupe avec le Front Polisario et le peuple sahraoui dans sa lutte pour arracher le droit inaliénable à l'autodétermination. Ceci alors que le chef de la diplomatie d'Irlande a de son côté réitéré la position de Dublin en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui suite à la décision unilatérale du président américain sortant sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Celle-ci, qui n'est qu'une déclaration que la future administration du président élu Joe Biden peut facilement remettre en cause, soutiennent de leur côté des parties américaines. Le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental exprime lui aussi son refus catégorique de l'occupation du Sahara occidental, tandis que le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, appelle le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme à envoyer d'urgence une mission de surveillance au Sahara occidental occupé et soumettre un rapport à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme. Alors, avant de revenir en détail sur ces réactions, je vous le disais, des réactions internationales, des condamnations même, y compris dans le camp des républicains, celui de Donald Trump, le président américain sortant. On va prendre la communication avec Paris. Je vous le disais, nous avons avec nous Maître Gilles Devers, avocat et représentant du Front Polisario. Monsieur Devers, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien. Alors, on sait que la législature américaine par décret présidentiel est très présente dans le système américain. C'est quelque chose d'ailleurs, à titre d'exemple, que le président Eisenhower avait usé et abusé des décrets présidentiels. Que vaut aujourd'hui un décret américain
présidentielle sur le plan international, comme dans un dossier aussi complexe que celui du Sahara occidental? Eh bien, écoutez, je vois que mon ami professeur Ruiz qui est un constitutionnaliste, alors il vous répondra aussi, mais franchement, ça a très peu de valeur. Ça peut avoir une valeur en droit interne, il faudrait bien connaître le fonctionnement des États-Unis, mais c'est un décret présidentiel, c'est pas un vote du Congrès. Bon, donc il y a déjà une différence. Ce qui est sûr, c'est que si je suis un businessman des États-Unis, que je veux faire des affaires spécifiquement sur le Sahara et ne vendre qu'aux États-Unis et dans un État qui est contrôlé par les républicains et dans la branche des républicains qui soutient Trump, là j'ai peut-être un petit avantage. Mais pour le reste, c'est une gesticulation politique, on ne peut pas dire autrement, parce que si le droit international et la paix dans le monde résultaient de déclarations isolées de personnalités politiques, disant je reconnais ceci, je reconnais cela, non, ça n'a pas de sens. L'histoire c'est l'histoire d'un peuple depuis 200 ans sur son territoire, des revendications très récentes finalement du Maroc qui sont désintéressées avant de voir qu'il pouvait y avoir un intérêt politique pour lui, et ensuite 40 résolutions du Conseil de sécurité qui sont elles-mêmes fondées sur une base doctrinaire très solide de l'Assemblée générale. Donc voilà, le droit se fait à partir des faits, par l'analyse objective du droit et pas par des déclarations politiques isolées. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment c'est une affaire de business. Ça pourrait le devenir, en tout cas, avec ce décret présidentiel, avec ce territoire contrôlé par le Maroc à 80%, hein, le Sahara occidental. Dans le communiqué présidentiel américain, il est dit que les États-Unis vont encourager le partenariat économique, c'est dit assez clairement, et le développement social, y compris dans tout le territoire sahraoui. Est-ce qu'il y a moyen, vous qui êtes avocat, Monsieur Devers, est-ce qu'il y a moyen de bloquer aujourd'hui au niveau des instances internationales ce décret, de le dénoncer sur le plan juridique, comme cela a été fait pour les accords de pêche avec l'Union européenne, les accords commerciaux? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que les Sahraouis ont des amis de partout. Et ils ont même des amis à New York. Donc, on va évidemment se rapprocher des professionnels du droit de New York, voir ce qui peut être fait strictement sous l'angle du droit des États-Unis. Mais quand vous parlez d'une opération telle que celle-là, on est tout de suite sur des mécanismes assez complexes. Donc, il suffirait qu'il y ait, pour passer ce marché, un petit quelque chose qui vienne d'une banque française, d'un assureur espagnol, un bateau qui a un petit quelque chose d'allemand. Bref, le moindre élément européen nous permettrait d'agir si c'était nécessaire. Mais je crois qu'il faudra voir derrière les déclarations ce qu'il en est effectivement des mesures. En tout cas, je répondrai précisément, oui, s'il y a des gros marchés, on surveillera. S'il y a la moindre implication européenne, on pourra agir, mais on attend de voir ce qu'il en est, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est un peu une fleur qui est donnée à l'opinion marocaine pour faire passer cette trahison du peuple palestinien, qui est évidemment un élément majeur. Donc ça ne peut absolument pas constituer, selon vous, une preuve, un document important dans le portfolio juridique marocain, dans le dossier du Sahara occidental. Dans les relations bilatérales avec les États-Unis, et sous réserve de la force exacte de ce décret présidentiel, chose encore une fois qui relève vraiment d'une connaissance précise du droit des États-Unis, ça ne peut pas avoir beaucoup d'impact. Bon, par ailleurs, ça montre également une grande fragilité, parce que on reconnaît le territoire, on dit je vais ouvrir un consulat, très bien. Mais alors dans ce cas, reconnaissez, faites une déclaration, faites sortir le territoire de la liste des territoires non autonomes. Et quelle est la position de la France? Quelle est la position de l'Espagne, qui dit c'est nous les grands soutiens, et qui eux-mêmes ne reconnaissent pas cela? Donc en fait, il y a dans cette méthode Trump, mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres invités qui pourront en parler aussi, il y a dans sa méthode Trump une brutalité, il y a un côté cash, mais je veux quand même dire que quand nous avons fait ces recours en droit européen, qui maintenant sont bien connus, qu'est-ce que nous trouvons? Nous ne trouvons pas les déclarations fracassantes d'un politique qui joue la provocation
provocation et qui dit je suis le plus fort, etc. On trouve les méthodes vicieuses, on trouve les méthodes lentes, on trouve les méthodes perfides, on trouve les méthodes intéressées, tout aussi intéressées de l'Espagne et de la France, qui installent sur place leurs services, les services vétérinaires, les services de douane, qui prêtent leur puissance, mais qui disent on ne dit rien. Voilà, donc il y a une espèce d'hypocrisie fondamentale. Mais comme nous avons la liste des organismes agréés par l'Union européenne à la demande de la France et de l'Espagne sur les certificats sanitaires, par exemple pour le poisson. Bon, alors évidemment, c'est moins fort qu'un consulat, c'est moins fort qu'une déclaration disant je reconnais, mais fondamentalement, c'est la même chose. Oui. Le problème, c'est que Trump, avec son consulat à Darla, bon, je ne pense pas que le consul soit débordé de travail, alors que quand c'est la pêche, eh ben, on parle de 400 à 500 millions par an qui sont volés au peuple sahraoui. Donc, tous ces gens-là sont dans le même panier, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est les Américains qui se placent sur ces marchés sahraouis, des marchés juteux. Vous restez avec nous, maître Devers. Je vais faire un premier tour de table et je vais me tourner vers Dr Ayachi qui a l'air bien occupé à prendre des notes. Dr Ayachi, vous êtes souvent passé sur des plateaux de télévision sur la question du Sahara occidental et vous représentez un soutien fort pour le peuple sahraoui. Vous avez toujours dit il n'y a personne qui reconnaît dans le monde. Il n'y a personne qui reconnaît la prétendue souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a compris que ce décret ne peut pas être dangereux sur le plan juridique, mais est-ce qu'il peut faire boule de neige, par exemple? Est-ce qu'il peut constituer un précédent dangereux? Je suis de ceux qui pensent d'abord que ce décret qui est par nature scélérat, le mandat finissant d'un président des États-Unis, j'allais dire inacceptable sur le plan politique et déontologique de la fonction elle-même. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il fait plus de bien que de mal aux Sahraouis. Je m'explique. Le Maroc était à la recherche désespérée d'une reconnaissance de la légitimité de sa présence au Sahara occidental, d'où la mascarade des consulats qui ont été ouverts au Sahara occidental et qui ont fait un flop extraordinaire. C'est-à-dire un flop? Sur quelle base? Écoutez, des consulats de Sao Tomé, Principe, etc., où il n'y a aucune retombée, aucun impact qui reconnaît la légitimité du Maroc. C'est le Maroc qui a amené ces consulats et ça ne peut pas lui donner une légitimité internationale. Ce décret qui prétend donner une légitimité à la présence du Maroc occidental, parce que c'est ça l'enjeu, c'est celui-là. Oui. Moi, les États-Unis d'Amérique, je reconnais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui n'a jamais existé depuis le début du conflit. Lorsque l'on considère cette levée de bouclier qu'il y a sur le plan international, aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'aux États-Unis même, oui, à l'intérieur des États-Unis, oui, parce que tout simplement c'est tout à fait inacceptable que de reconnaître la souveraineté d'un État sur un pays qui est occupé dans la Cour internationale de justice, je le rappelle, et dans la Cour de justice de l'Union européenne et dans l'Union africaine ont reconnu l'illégitimité de la présence du Maroc. Et donc, par conséquent, c'est une occupation. Je vous rappelle que Ban Ki-moon lui-même a dit le Maroc occupe le Sahara occidental. On ne peut pas reconnaître la souveraineté. C'était attiré les foudres de Rabat à l'époque. Bien entendu, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, ce décret-là renforce la position des Sahraouis en ce sens que ça donne, j'allais dire, une assise politique en plus de celle juridique du droit international à leurs revendications légitimes. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur des États-Unis. Que des poids lourds qui ont dit mais ce décret de Trump est inadmissible. On va y revenir, oui. Oui, regardez ce qui se passe en Europe, y compris. Il y a à peine quelques jours, l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général des Nations unies, au niveau de nombreux pays qui disent nous respectons le droit international. Et donc, tout d'un coup, la position des Sahraouis, qui était inattaquable en fait, mais qui était, j'allais dire, presque sous embargo. Maintenant, aujourd'hui, elle est au grand jour, il y a les feux de la rampe qui sont braqués sur le dossier, et tout le monde dit, il y a un dossier que Trump veut absolument bypasser à la trappe dans une transaction tout à fait criminelle et malhonnête, avec 2 autres comparses tout à fait infréquentables, et par conséquent, aujourd'hui, la position des Sahraouis est très forte sur le plan international. Donc, M. Boukhalifa, on peut dire que ce décret de Trump a mis la lumière sur un dossier qui a été oublié, notamment au niveau des Nations Unies. Effectivement, je rejoins en cela
le docteur en disant que à quelque chose malheur est bon. C'est-à-dire que ça a remis les projecteurs sur cette question qui avait été oubliée durant des années. Et puis ça ronronnait en attendant un hypothétique référendum qui n'arrivait pas. Il fallait quelqu'un comme le président américain Trump pour mettre le pied dans le plat, comme ça, de cette façon, d'une façon aussi cavalière et aussi qui est un affront. Je pense que c'est un affront au droit international, c'est un affront à la pratique diplomatique américaine et mondiale, qui a mis des années et des années depuis la Seconde Guerre mondiale pour élaborer des relations civilisées entre des nations civilisées. Et c'est un pays membre du Conseil de sécurité qui viole une résolution qu'eux-mêmes ont votée. C'est donc une offense pour ses prédécesseurs. C'est une offense pour l'Union africaine. C'est un membre de l'Union africaine dont il s'agit. La RAST est membre fondatrice de l'Union africaine, membre de l'organisation de l'Union africaine. C'est une offense. L'Union africaine, Boukheffa Hamazine, qui n'a pas réagi avec fermeté. On a vu lors la dernière rencontre, cette institution sans aucune mesure concrète. Cette institution existe. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas réagi. Ce n'est pas parce que... Mais elle existe et on lui doit le respect. Mais comment, pardonnez-moi, puisque vous parlez de l'Union africaine, on va ouvrir une petite parenthèse. Comment vous expliquez que l'Union africaine réagisse, par exemple, au coup d'État qu'il y a pu avoir ces dernières années dans différents pays, pour ne pas les nommer? Comment se fait-il que l'Union africaine prenne des mesures, gèle la participation de ces pays-là et aucune mesure concrète contre le Maroc? C'est beaucoup plus facile pour eux. Parce que l'Union africaine est actuellement traversée par des forces extérieures terribles, des puissances. Qu'est-ce que l'Union africaine, qu'est-ce que des pays comme les pays que nous connaissons du Sahel, que peuvent-ils aujourd'hui? Ils sont embarqués dans des alliances militaires aventureuses, ils sont embarqués dans ils vivent des situations économiques terribles. Donc l'Union africaine est inhibée. Et le Maroc en profite. Et l'Union africaine, bien sûr, mais il en a profité. Mais une forteresse se prend de l'intérieur. Le Maroc est retourné. Oui, on va y revenir. Il est retourné. Un détail important. Je vais faire un rapide tour de table pour aussi parler à notre invité qui nous attend depuis l'Espagne. Monsieur Brahim Zitouni, votre avis sur ce décret présidentiel? On a compris qu'il ne constituait pas une dangerosité sur le plan juridique, mais quand même, il est là et au Maroc, il a été célébré. On a vu l'ambassadeur US à Rabat présenter de nouvelles cartes du Maroc. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, effectivement, et partons de la carte qui présente un Maroc unifié, entre guillemets. C'est le même genre de carte que les Israéliens montrent à la face du monde, en englobant les territoires occupés, en englobant le Golan, des territoires qui ne leur appartiennent pas, et c'est la même démarche. Et il faut se poser une question. Comment on en est arrivé là? Et c'est ça la vraie question. En fait, dès 1984, le professeur Lowenberg avait déposé sur le bureau du Premier ministre sioniste de l'époque un rapport qui était Benyattahu déjà à l'époque, et il lui avait déposé un petit rapport qui a fait grand bruit et qui s'appelait « Pour une rupture nette, pour une nouvelle stratégie pour sécuriser le domaine ». Comprenez, sécuriser le domaine de l'influence israélienne et au Moyen-Orient et en Afrique. On sait ce qu'il est advenu du Moyen-Orient. Parlons de l'Afrique. 3 États étaient cités. La Libye, on sait ce qu'il est advenu, 2011. L'Afrique du Sud, l'Algérie. Et ce sont ces 3 pays qui, traditionnellement, soutiennent non seulement la cause palestinienne, mais aussi la cause sahraoui. Et donc, de ces réflexions de ce think tank israélien, est né, après lobbying aux États-Unis, l'Africom. C'est-à-dire que l'Africom est venu au bout d'idées qui ont été promues par les Israéliens aux États-Unis pour faire un nouveau Unified Command Combat en Afrique. Et l'Africom s'appuie
sur Israël et s'appuie sur l'OTAN pour la promotion des intérêts israéliens et pour barrer la route à la Chine. C'est écrit noir sur blanc. Ce qui veut dire qu'en réalité, le Maroc, pour atteindre ses objectifs, a couplé sa stratégie avec l'impérialisme, avec la ligne idéologique sioniste de manière générale, pour arriver à ses fins. L'inspiration est israélienne, l'expiration est marocaine. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons là deux faces d'une même politique, Oui. sauf que... Un accord entre colons, comme l'avait... oui, d'une certaine oui. façon. Un eurodéputé. Exactement. Sauf que là, nous sommes passés à une autre étape. Nous sommes passés à l'étape de la négation du droit à l'autodétermination. Oui. En Palestine d'abord, au Sahara occidental ensuite. Oui. Et pourquoi la société américaine et beaucoup d'Américains réagissent dans tous les camps, aussi bien démocrates que républicains, oui. Parce que les États-Unis eux-mêmes sont nés d'un droit à l'autodétermination contre les colons britanniques à la fin du XVIIIe siècle. Un principe auquel ils tournent le dos aujourd'hui. Et vous voyez que dans ce rapport du professeur Lowenberg, il y avait deux axes. Un axe politique, tel que je viens de vous le décrire, et un axe culturel, de lutte contre l'islam, d'une part, et d'autre part, un autre axe de travail idéologique auprès des élites américaines, et c'est là tout le rôle de l'AIPAC, pour influencer la branche des évangélistes américains afin qu'ils établissent une convergence d'ordre théologique un peu distordu avec le sionisme. Et c'est ainsi que nous avons vu apparaître des élites américaines qui ont commencé à nier leurs propres principes fondateurs. Oui. La société américaine ne suit pas, en particulier la jeunesse américaine, et je voudrais signaler que dans les campus américains, il y a une jeunesse démocrate, il y a une jeunesse républicaine qui remet en cause ce genre de choses. Si dans les élites, les sionistes ont gagné, en grande partie, dans la jeunesse américaine, il y a un retour de bâton, et je crois que ce serait intéressant qu'un comité de soutien au peuple sahraoui ou que les Sahraouis eux-mêmes fassent la tournée des universités américaines afin de populariser leur juste cause. Alors on va aller à Madrid et parler à M. Carlos Ruiz, qui est juriste et professeur universitaire. Monsieur Ruiz, vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Monsieur Ruiz, je vous repose la question, vous qui êtes juriste. On sait que le Maroc attendait cette preuve de légitimité d'une prétendue souveraineté sur le territoire sahraoui. Est-ce qu'il l'aurait aujourd'hui avec ce décret présidentiel et qu'est-ce qu'il peut constituer dans son portfolio juridique? Cette déclaration de Trump, bien sûr, est très importante pour le Maroc parce que c'est la première déclaration explicite d'un État en reconnaissant la souveraineté ou une prétendue souveraineté du Maroc sur tout le territoire. Et bien sûr, c'est la déclaration de la première puissance mondiale. Donc, c'est très important. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que le droit international a changé maintenant. Mais on peut avoir une dynamique très dangereuse si la déclaration nord-américaine est suivie par des États satellites des États-Unis. Et ça peut être une érosion de la situation. Bien sûr, ça c'est tout à fait illégal du point de vue du droit international, mais il faut contraire avec les procédures légales existantes, cette déclaration. Ça, ce ne serait pas la première fois que les États-Unis ont été condamnés, par exemple, par la Cour internationale de justice. On doit
penseurs l'affaire des États-Unis contre la Nicaragua, où la Nicaragua a gagné un procès devant la Cour internationale de justice aux États-Unis pour l'affaire de soutien des États-Unis au contrat qui a attaqué le gouvernement de la Nicaragua. Donc, c'est une déclaration importante, extrêmement dangereuse, parce que c'est un saut qualitatif dans la démarche impérialiste. Un des personnes qui a parlé avant moi a cité à raison les cas des Golan ou Jérusalem occupée. Mais si nous faisons une réflexion, il s'agit d'une partie d'un État ou d'un territoire, une partie de l'État syrien, une partie du territoire palestinien. Mais maintenant, ce que Trump a fait, c'est un cadeau de tout un pays, pas seulement une partie d'un pays, mais il a fait un cadeau de tout un pays. C'est une pratique qui est une bombe atomique contre le droit international et la Charte des Nations Unies. C'est vraiment un coup contre le droit international. Le système établi après 1945, c'est un coup qui, à mon avis, a son équivalent à une bombe atomique contre le droit international. Vous dites, Monsieur Carlos Ruiz, vous parliez de la Cour de justice internationale qui a conclu en octobre 1973 qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental d'une part et le Royaume du Maroc, voire l'ensemble mauritanien à l'époque, ni aucun lien juridique de nature à modifier l'application de la résolution 1514 qui célèbre aujourd'hui son 60e anniversaire. Est-ce que les Sahraouis, et Maître Devers nous le dira tout à l'heure, s'ils comptent se diriger vers la Cour de justice internationale, est-ce que cette Cour peut aujourd'hui modifier ce constat fait en 1973 C'est 75. Mais non, je pense que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'après l'avis consultatif de 75, nous trouvons encore des résolutions, un nombre de résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité lui-même, qui ont réaffirmé l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc, c'est extrêmement improbable que la Cour internationale de justice puisse dire le contraire de ce qu'elle avait dit en 1975. Donc vous êtes formel. Mais est-ce qu'aujourd'hui la reconnaissance américaine peut définitivement, selon vous, enterrer le plan de règlement des Nations Unies, comme on le connaît avec ses différents mécanismes, la MINURSO, l'envoyé donc spécial de l'ONU, puisqu'on veut forcer les Sahraouis à dialoguer sur uniquement le plan de paix, le plan d'autonomie marocain. On exclut aujourd'hui la partie autodétermination. C'est ce que dit le communiqué du décret présidentiel. Oui. De ce point de vue, bien sûr, le communiqué, la déclaration de Trump est un missile contre les plans de règlement. Ouais. Parce que tous savent que les plans de règlement avaient deux options, l'indépendance ou l'intégration. Les États-Unis ont écarté l'indépendance et donc il laisse seulement une option qui, c'est très clair, c'est l'option que le peuple sahraoui ne veut pas, que c'est l'intégration. Et c'est pour ça que le Maroc ne veut pas un référendum, parce qu'il sait très bien que le peuple du Sahara occidental ne veut pas l'intégration. Si le peuple du Sahara occidental serait désireux de s'intégrer au Maroc, il n'y aurait pas
aucun problème pour un référendum. Donc, cette déclaration pousse le peuple du Sahara occidental bien à la disparition ou bien à la guerre. Et donc, s'il y a une guerre, si la guerre est perdue, bien sûr, ça serait aussi la disparition. Mais c'est l'unique possibilité d'avoir une reconnaissance. C'est une action, une guerre où on peut avoir ou une victoire ou un résultat équilibré, comme c'était le cas auparavant, et qui avait abouti au plan de règlement. Mais la déclaration est extrêmement dangereuse parce qu'elle oblige le peuple du Sahara occidental à faire la guerre et donc déclenche une instabilité dans la région. C'est vraiment une déclaration extrêmement brutale. Vous restez avec nous, Monsieur Carlos Ruiz. Je reviens à vous, Docteur Ayachi. Donc, on a écouté Monsieur Docteur Ruiz qui a posé des mots très durs, une dynamique dangereuse, un missile contre le plan de règlement des Nations Unies. La plupart des experts sont pratiquement unanimes sur le fait que le prochain président, enfin le président élu, Joe Biden, a déjà les mains liées avec ce décret présidentiel et ne pourrait pas revenir dessus parce qu'il contient en contrepartie la reconnaissance de l'entité sioniste, on le sait, par le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement ce décret dangereux qui peut engendrer une dynamique dangereuse sur et peut dénaturer carrément le conflit du Sahara occidental? Je ne suis pas tout dans à la fait durée. d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami le professeur Carlos Miguel. Oui. Parce que c'est vrai qu'en soi, nous avons dit que le Maroc était à la recherche d'une reconnaissance, et quelle reconnaissance, du premier pays du monde, pour asseoir sa légitimité sur l'occupation et donc, j'allais dire, justifier de son occupation. Est-ce que, pardon, le fait que ce soit les États-Unis, c'est plus important qu'un autre pays? Parce que le Maroc l'a suffisamment martelé. C'est certain, c'est certain, parce qu'il y a ce phénomène d'entraînement qui peut arriver, que tout le monde craint. Oui. Il y a encore des pays satellites des États-Unis. Mais ça, c'est, j'allais dire, jouer à se faire peur. Jouer est entre guillemets. Il y a aussi l'autre revers de la médaille. Il y a des gens qui disent, mais bon, supposons que cela se fasse, quid du droit international? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Oui. Et je rappelle au passage que ce concept d'autodétermination, c'est d'abord un concept américain par le président Wilson en 1919, qui lui avait insisté à Versailles pour que ce concept soit accepté et j'allais dire, il a été digéré par les autres nations. Et je rappelle encore une fois autre chose, c'est que toutes les résolutions dont parlait le professeur Miguel au niveau du Conseil de sécurité, qui à chaque année reconnaissent le droit aux Sahraouis, le droit à l'autodétermination, le rédacteur était l'ambassadeur des États-Unis. Oui, on dit que les Américains sont les rédacteurs des résolutions. Il y avait le groupe des amis du secrétaire général dans le conflit saharo-occidental et ce sont les États-Unis qui rédigent. Mais docteur Ayachi, est-ce que ce conflit n'a pas trop duré dans le temps et a fait oublier ces principes de base d'autodétermination? On ne va pas justifier un dérapage parce que c'est un conflit de basse intensité, parce que celui est resté longtemps, parce que les Sahraouis sont des gens gentils, parce qu'ils ne protestent pas. Non, il y a le droit et seulement le droit international. Enfin, parce que ce décret, s'il était avalisé... Alors comment expliquer ce décret? Je vais vous dire. Oui. Ce décret, s'il était avalisé, il faut carrément changer le droit international. Il faut que la position des États du monde, et vous avez la Russie, la Chine, l'Afrique, l'ONU elle-même, le secrétaire général, comment va travailler l'ONU maintenant si ce décret venait à être avalisé? Que va-t-il advenir? Il y a au niveau de la commission, de la 4e commission, dite commission de la décolonisation, 17 dossiers de décolonisation. Oui. Dans celui qui ne trouvent pas de solution non plus. Pardon? Qui ne trouvent pas de solution. Non, c'est pas, la solution existe, c'est l'autodétermination en fait. Bon, le dossier le plus clair est celui du Sahara occidental. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà catégorisé au niveau des Nations Unies comme pays non autonome. Et la Charte des Nations Unies est claire comme l'eau de roche.
tout pays colonisé, le peuple d'un pays colonisé a le droit de choisir librement son destin à travers un référendum. C'est un postulat mathématique. On ne peut rien changer. Si on le change, on doit changer les relations internationales entre les États. On doit changer comment maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et donc, effectivement, si je prends en considération ce que dit le professeur Carlos Ruiz, je dirais de l'autre côté, il faut prendre en considération ce que le bouleversement, il a parlé de bombes atomiques à juste escient, mais dans tel cas, il faut prendre en charge aussi ce qui peut advenir des relations internationales et du système des Nations Unies si ce droit venait à être bafoué. Voilà pourquoi Mais est-ce que ce ne sont pas les prémices d'une refonte totale, d'une implosion en fait des Nations Unies, du mécanisme Je ne crois pas que le monde marcherait comme il existe aujourd'hui? Je ne crois pas. D'abord, pour qu'on puisse remplacer quelque chose, il faut qu'on ait quelque chose à disposition. Sinon, vous n'allez pas dire je vais remplacer ça, je l'efface et vous n'avez rien pour faire à la place. Il faut aller, j'allais dire, par étapes vers cette fameuse reconfiguration du système des Nations Unies. Encore que les pays, il faut aller demander ça aux pays permanents, aux membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les grandes puissances de ce monde, qui ne sont pas tout à fait d'accord pour qu'on touche à cet équilibre qui existe. Et donc, de ce côté-là, moi je dis, oui, ce que dit le professeur Carlos est tout à fait sensé, mais il ne faut pas oublier aussi. J'ajouterai quelque chose pour ajouter à ce que disait M. Amazit en ce qui concerne l'Union africaine. L'Union africaine, le dossier a connu, j'allais dire, une avancée, parce que en fait, l'Union africaine a fait confiance en l'ONU parce qu'ils sont leurs associés officiels dans la recherche de la solution. Mais depuis quelque temps, ça ronronne, et là, je voudrais quand même qu'on se réfère au dernier discours de notre ministre des Affaires étrangères, qui a été vigoureux et qui n'a pas dit « je félicite l'Union africaine pour ce qu'elle fait pour Sahel occidental ». Il dit « je responsabilise l'Union africaine en ce que ce soit un pays africain qui est colonisé et l'Union africaine doit maintenant se réapproprier le dossier pour qu'elle puisse trouver une solution ». Et là, je note que le dossier qui a été retiré à un moment donné a été remis au Conseil de paix et de sécurité. La Commission paix et sécurité qui a plus d'efficacité que la Troïka ou n'importe quel autre système encore au niveau de l'Union africaine. Alors on va reprendre M. Gilles Devers avant de parler à nos invités sur le plateau. M. Gilles Devers, avocat et représentant du Front Polisario. On a parlé de la Cour de justice internationale. M. Gilles Devers, est-ce que vous comptez présenter un recours, un dossier, quelque chose, une plainte contre ce décret présidentiel américain? Est-ce qu'il peut y avoir un recours auprès des instances internationales? Devant une instance internationale, le chemin n'est pas tracé comme cela. Je ne pense pas. En tout cas, on ne peut pas parler directement de la Cour internationale de justice. On peut parler de procédure en droit des États-Unis avec des arguments de droit international. Bon. Mais ça mérite un travail technique. En revanche, et là, je ferai... nous avons un petit souci de connexion. Je reprends avec vous, Monsieur Boukhalifa Amazit. C'est vous qui avez évoqué l'Union africaine. Moi, j'aimerais qu'on fasse ce parallèle. Je ne sais pas s'il est bon ou pas de le faire. Il y a l'investiture du président Trump à l'époque, début 2017. C'est précisément la même période à laquelle le Maroc est retourné à l'Union africaine. Est-ce qu'il y avait déjà là des garanties données au royaume chérifien? Le Maroc déjà il y a 4 ans. N'est pas retourné comme ça par hasard. Oui. Et la période de son retour. Pas uniquement la période, mais la stratégie elle-même. La stratégie. La France très particulièrement, par l'intermédiaire des mécanismes mis en place par la France-Afrique, etc., par l'intermédiaire de ce type de mécanisme, la France a créé des conditions. C'est-à-dire avec les pays africains alliés, etc., notamment ceux de la zone CFA, ils ont créé les conditions pour que ce soit un appel de l'Afrique, de ces pays au Maroc. Et non pas une entrée par effraction, c'est-à-dire un retour. On a prié le Maroc de bien vouloir, etc. Et tout. Enfin, le Maroc a dû présenter une demande d'adhésion en bonne et due forme. Il n'est pas revenu par la grande porte. On a respecté. Mais en Afrique, ça fonctionne, c'est comme ça. C'est la procédure. Les relations internationales, c'est vraiment, ça avance à une vitesse
géologique. Vraiment, c'est pour ça que personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une explosion comme ça. Non, non, ça va se faire. Des choses, si elles se font, vont se faire très doucement. Et c'est ce qui s'est passé pour le Maroc. Le Maroc avait besoin, parce que, je vous le disais tout à l'heure, qu'une forteresse se prend de l'intérieur. Que tant que le Maroc était à l'extérieur, et qu'il chargeait un certain nombre de pays de défendre de façon directe ou indirecte les intérêts, tant qu'il était à l'extérieur, il n'était pas efficace. Il fallait qu'il retourne. Et il est retourné avec de la bonne volonté, c'est-à-dire siéger aux côtés du pays auquel il conteste l'existence même, c'est-à-dire un paradoxe extraordinaire. Ensuite, le Maroc ne s'est pas retiré comme ça il s'est retiré en insultant pratiquement l'ensemble, les conférences tam-tam, je me souviens. J'étais à Nairobi 2 quand, après le scandale juste avant que le scandale n'éclate, que le Maroc ne se retire. C'était en 84, c'est bien ça? Non, en 83, 82, je crois bien, c'est 82. 82, 81, 82 à peu près. Oui, allez-y. Et le Maroc n'est pas parti comme ça. Et donc en concédant de s'asseoir aux côtés de la République sahraoui, qu'est-ce qu'il a il a endormi la confiance. Voilà. Il a endormi la confiance des pays africains, bien sûr en manœuvrant. Mais le coup de Gargarat, l'éclat, etc., tout ce spectacle, tout ce truc-là, tout cela préparait pour minimiser, c'est-à-dire parce qu'on fait ce qu'on n'a pas dit, c'est que tout cela est sous-tendu de gros sous. Il va toucher 3 milliards de dollars. On lui a promis 3 milliards de dollars. On lui a promis de l'armement. Oui. On lui a promis des armes sophistiquées. Donc pour vous reposer la question, je suis désolée d'un petit peu avancer dans le débat, pour vous reposer la même question que Dr Ayachi, je vous la poserai aussi à M. Brahim Zitouni. Est-ce que Joe Biden a les mains liées aujourd'hui? Il lui a savonné la planche. C'est vraiment ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne, c'est-à-dire la ruade à laquelle il ne s'attendait pas, en dernière minute. En dernière minute. Oui. Vous pensez que c'était calculé ou que c'est quelque chose qui est venu comme ça Je pense qu'il est... Non, je pense que c'est... Connaissant un petit peu le style de Trump. C'est très, très Trump, ça. C'est vraiment très... C'est son style, c'est sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'il a fait, avec ce coup, il a rendu service à Israël, il a rendu service au Maroc, et malgré ça, le contribuable américain va payer, comme on l'a payé. L'Égypte reçoit jusqu'à aujourd'hui les accords de Camp David, les 2 milliards de dollars promis. Israël touche 4 milliards de dollars pour avoir signé. Par an, par an, bien sûr. 4 milliards de dollars par an pour... Monsieur Brahim Zitouni. Oui, dans la droite ligne de ce que dit mon aîné, je crois qu'il faut aussi bien comprendre qu'il faut regarder ce qui se passe à partir de Tel Aviv. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe est concocté de longue date à partir de l'entité sioniste. C'est le centre du monde, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dis pas que c'est le centre du monde, je dis tout simplement que c'est une puissance idéologique et d'influence qui est déterminante et qu'on ne le voit pas suffisamment. On est toujours à essayer de comprendre les effets immédiats de notre environnement géostratégique proche, alors qu'en réalité, les logiques sont beaucoup plus lointaines et il faut voir où est l'épicentre. L'épicentre, il est en Palestine et d'ailleurs, du point de vue symbolique, le fait de troquer le territoire du Sahara occidental contre un rapprochement ou contre l'officialisation des liens avec Israël montre bien que là, il y a quelque chose de consubstantiel. Encore une fois, l'inspiration israélienne, l'expiration est merzénienne. Le souffle, il est sahraoui et en particulier d'une lutte populaire dans les territoires occupés, à l'intérieur des territoires occupés. Ici, la seule réponse qui m'intéresse, ce n'est pas celle de Joe Biden. Biden ne fera rien. Biden fera, ça l'arrange d'une certaine façon. Et donc, qu'il ait réglé la reconnaissance par Rabat. Mais bien entendu, il va laisser rouler, sans aller plus loin, mais sans essayer de faire un retour. Il faudrait vraiment qu'on soit dans une configuration politique aux États-Unis intérieure où Bernie Sanders aurait vraiment un poids exceptionnel pour pouvoir voir les choses changer. Je n'y crois absolument pas. Par contre,
Ce en quoi je crois, ce sont les luttes populaires. Les luttes populaires au Sahara occidental, rappelez-vous le 11 décembre 60 en Algérie, lorsque nous sommes sortis en masse dans les villes, toutes les villes, ce n'est pas un phénomène algérois, hein. C'est parce que là on a des actualités visuelles, on croit que c'est un phénomène algérois. Non, c'était toutes les villes du pays qui étaient concernées, sortir en masse, réclamer l'indépendance, c'est ce qui a inscrit la question algérienne aux Nations Unies. Ce sont des logiques de... Bien entendu, ce sont des logiques, tout à fait, ce sont des logiques de ce type-là qu'il faut maintenant promouvoir. Le peuple sahraoui a raison d'être sorti de cet état de ni guerre ni paix. Oui. Il a parfaitement raison, il défend ses intérêts. Et vous êtes d'accord avec ce qu'a dit professeur Carlos Ruiz, c'est la guerre ou la disparition du peuple sahraoui? Alors, la guerre... C'est ce qu'il leur reste comme alternative? Là où je serais d'accord, c'est la guerre multiforme. Ce n'est pas simplement une guerre à dimension militaire, c'est la guerre à dimension populaire. Et à partir du moment où nous avons une guerre à dimension populaire, c'est-à-dire d'essence politique, à ce moment-là, il y a possibilité d'avoir des leviers parce que, après tout, les États-Unis, c'est un seul État et le reste du monde, comme le soulignait parfaitement le docteur Ayashi, ce reste du monde tient aux droits des peuples et au droit à l'autodétermination. Docteur Ayashi, un mot sur la non-réaction de la France, qui a réagi sur la reconnaissance de Rabat d'Israël, mais pas sur le troc, sur le Sahara occidental. Pourquoi ce silence alors qu'on attendait plus une action de la France? Elle est venue des États-Unis. Je pense qu'il y a une culture européenne dans ce qui est des relations internationales. Ce sont de vieux pays et donc on ne vient pas, on ne fait pas du trumpisme pour le trumpisme. La France a une diplomatie, j'allais dire, bicentenaire au moins, et donc on ne va pas piétiner le droit international de cette façon aussi facile. En tout cas, pas aussi d'autant plus qu'elle a ce qu'elle veut. Elle est en train de tirer les ficelles au niveau du Conseil de sécurité. Sans protéger le Maroc, ne fait que bénéficier. Je dirais à l'occasion, tout à fait d'accord avec le professeur Zitouni, l'un des plus grands gagnants, c'est Israël dans cette histoire, bien entendu. Oui. Et j'ajouterai quelque chose, si vous le permettez, sur l'Union africaine et le Maroc. Le Maroc est revenu à l'Union africaine, je suis de ceux qui pensent que le Maroc est revenu à l'Union africaine avec deux objectifs, qui sont distincts, mais ou l'un ou l'autre. Ou il arrive à exclure la race de l'Union africaine, ce qu'il a essayé de faire pendant maintenant 4 ans. Et de nombreux experts disent que c'est le but ultime, c'est d'exclure la race. Oui. Il n'est pas arrivé. Rappelez-vous les sommets Union africaine avec le Japon, Union africaine avec l'Union européenne, l'histoire d'Abidjan, rappelez-vous, d'autant plus, et mon ami Boukhadfa l'a rappelé, la race est un membre fondateur, donc j'allais dire quelque part inexpugnable. Par contre, et là, ça peut être quelque part soufflé par ses amis israéliens. Il est capable d'imploser, de dynamiter l'Union africaine de l'intérieur. Et ça peut être un objectif et qui peut être en droite ligne des consulats qui sont installés chez lui, qui sont à 95% des consulats de pays africains. Comment? Parce que tout simplement, vous êtes dans un sommet de l'Union africaine ou même une réunion des pays, et vous avez un pays, en l'occurrence la race qui existe, qui est membre fondateur, et vous avez un autre pays qui ouvre un consulat dans le pays dont le membre est fondateur, mais qui représente un autre pays. Vous voyez un peu l'imbroglio politico-juridique, et ça, le Maroc peut encore attiser les feux jusqu'à, j'allais dire, créer quelque chose d'ingérable à l'intérieur de l'Union africaine. Ça peut être un objectif, ça, du côté du Maroc. Mais bon, ce n'est pas la question de l'heure encore. Pour aujourd'hui, de ce qui se passe au Sahara occidental, je suis persuadé que c'est une conjoncture qui peut, évidemment, ça relève, j'allais dire, de la responsabilité des Sahraouis et de la conviction de ceux qui les accompagnent, la situation peut être retournée en leur faveur. D'abord, le combat dont parlait le professeur Zitouni, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mon ami Carlos, encore une fois, je le connaissais beaucoup plus, j'allais dire, doux, qu'il a des termes très durs, la disparition. On va faire un génocide du peuple sahraoui. On va faire un génocide. Quel est le pays ou la puissance qui peut prendre cette responsabilité? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, moi, je ne connais pas de peuple
déterminé, de peuples unis comme le peuple sahraoui, de peuples qui se battent pour le droit qui lui est reconnu internationalement et qui aurait perdu. Les Sahraouis sont convaincus. Oui. Je crois qu'il y a un acteur que nous avons complètement oublié, c'est le peuple marocain lui-même. Le peuple marocain, c'est vrai que s'il a, d'une façon générale, s'il a été travaillé au corps pour admettre la marocanité Est-ce qu'on lui a demandé son avis occidentale, la cause palestinienne est pour lui une cause sacrée, exactement comme pour nous. Et on le sent chez les Marocains. Je pense que cet acteur va aussi intervenir, peut faire irruption sur la scène et être déterminant dans son action. Alors justement, il y a effectivement les partis politiques. Bon, bien entendu, l'union sacrée, ça a toujours été... Je voudrais compléter très rapidement. L'union sacrée, ça a toujours été... Bon, d'ailleurs, toujours, l'union sacrée, c'est contre l'Algérie. C'est l'ennemi, le voisin, etc. Mais là, je crois que le peuple marocain va plus laisser faire aussi. Il faut rappeler que le ministre des Affaires étrangères, le ministre marocain, a poussé un petit peu le culot jusqu'à dire que cette reconnaissance d'Israël permettrait à terme, enfin permettrait en tout cas au Maroc de rester un facilitateur dans le dialogue pour les Palestiniens. C'est l'empaquetage du truc, mais j'ajouterais à ce que dit... Est-ce que c'est quelque chose qui peut se retourner contre le roi lui-même et le gouvernement? Oui. Il y a la rue marocaine, parce que le peuple marocain est profondément pro-palestinien, je vais dire par conviction, et c'est le peuple algérien. Et puis il y a une partie de la classe politique marocaine qui va être en porte-à-faux. Les islamistes, ils ont dans leur doctrine de parti la dimension palestinienne. Non, ils sont là. Ou alors, il n'y a plus de classe politique au Maroc. C'est vrai qu'on a vu disparaître les uns et les autres autour du dossier sahraoui, mais là, la cause palestinienne, c'est flagrant, si jamais il accepte ceci. Je crois que dans le cas du parti au pouvoir, c'est davantage un acteur politique qu'une classe politique. Ce sont des acteurs qui jouent un rôle d'ailleurs qui est... le scénario est écrit par le Palais Royal, attention. On va reprendre Maître Gilles Devers, qui est avec nous à partir de Paris. Vous étiez, monsieur, en train d'expliquer un petit peu les étapes ou les procédures juridiques qui s'offraient à vous pour présenter un recours ou pour un petit peu attaquer ce décret présidentiel et ne pas le laisser engendrer cette dynamique dangereuse dont parlait Carlos Ruiz notamment. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, en procédure, on essaye de faire comme les combattants sahraouis. On s'adapte au terrain et quand il y a un objectif en face, c'est pas forcément lui fonçant dessus qu'on y arrive. Donc, moi, on a deux choses qui sont en cours. D'abord, le premier sujet, c'est le risque de contagion. Je pense que ce risque, il est réellement politique et que les États européens, avec tout ce qu'ils ont fait, ils seraient pas bien loin de faire un petit peu plus. Mais attention, on a un rendez-vous devant le tribunal de l'Union européenne avec une procédure. Et là, le rendez-vous, il n'est pas dans 50 ans, il est au cours de l'année 2021, je pense dans le printemps. Nous avons attaqué au nom du Front Polisario, en tant qu'organe souverain, l'accord d'extension des accords qui sont passés avec le Maroc sur le territoire et sur la mer Sahraoui. Et ces affaires ont été regroupées, l'accord d'association, l'accord de pêche, et nous aurons une audience, je pense, en cours du premier semestre. Et lors du premier semestre, qu'est-ce qu'on va déjà voir? Et évidemment, la télévision algérienne pourra venir, parce que ce sera public. Et qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez que dans la première phase du procès, il y avait tout le monde contre les Sahraouis. Unanimité du Conseil de l'Union européenne, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne. Et maintenant, ça s'est raréfié, il n'y a plus que la France qui vient soutenir. C'est-à-dire que même l'Espagne ne fait plus partie de ce procès, elle y a renoncé. Et ce procès, il pose la question de la souveraineté. Donc la France, elle ne va pas pouvoir dire oui, non, je ne sais pas. Et on lui posera des questions et on sera présent à l'audience et on lui dira souveraineté ou non sur le territoire. Et la France, elle sera obligée de répondre non parce qu'elle sera devant les juges. Et il y a également les syndicats marocains qui sont entrés dans la procédure. On leur posera la question de la même manière. Donc les tribunaux, je peux vous dire qu'il y aura une bataille frontale. Et décidément, nous avons un petit problème de connexion. Je reviens à vous, Monsieur Brahim Zitouni. Vous vouliez réagir là sur l'aspect juridique. Vous pensez qu'il y a des issues pour ne pas laisser ce décret, encore une fois, engendrer une dynamique négative et dénaturer complètement ce conflit du Sahara occidental. Il est important de l'attaquer en amont. Oui, encore une fois, le parallèle avec
les processus voulus par les sionistes quant à la question palestinienne est flagrant. Vous savez, aujourd'hui, c'est à peine si l'entité sioniste veut déclarer 2-3% du territoire palestinien aux Palestiniens. Et vous voyez, je parle de 2-3%. On a parlé de 6% à un moment donné, maintenant ils en sont peut-être à 3%. Et dans quelques années, on sera à 0%. C'est exactement la même stratégie de grignotage qu'au Sahara occidental. L'inspiration est israélienne, l'expiration est mercénienne. Je vous le dis et je vous le répète, ce qui est en train de se passer, c'est la sionisation des relations internationales. Après... Donc au niveau du droit international, c'est quelque chose qui est acté, c'est ce que vous... Non, je dis c'est la sionisation, c'est-à-dire que c'est un débat idéologique et c'est un combat politique. Donc, il y a des lobbies, on est d'accord. Il y a des lobbies, il y a des dynamiques à mettre en œuvre, et on revient toujours à la même chose. Vous avez... Bon, regardez, pourquoi fait-on des alliances avec le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite alors que le Koweït a une position hyper honorable parce que c'est une démocratie parlementaire, il y a un véritable débat démocratique au Koweït et donc les peuples s'y expriment et à partir du moment où les peuples s'expriment, eh bien ils refusent le diktat sioniste. Le vrai débat, c'est la question démocratique dans les pays du Golfe. En réalité, il faut remettre en jeu la question démocratique dans les monarchies. Voilà des monarchies qui ont confisqué le pétrole et qui ont confisqué la décision souveraine de leur peuple. À partir du moment où nous remettons la question démocratique au cœur de nos préoccupations et au cœur des préoccupations des peuples du Moyen-Orient, à ce moment-là, les choses changeront parce que nous aurons des leviers de travail. Et il faut rendre hommage à la révolution islamique qui, en 1979, a ouvert une nouvelle voie de dialogue populaire avec les peuples du monde arabe. Certains peuples, comme le nôtre, y ont répondu avec un dialogue intéressant et en convergence d'intérêts avec la révolution islamique et la République islamique, et les pays du Golfe se sont fermés. Aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouveaux acteurs, le Hezbollah au Liban, le conflit au Yémen, tout cela montre un éveil des consciences populaires dans les pays du Golfe qui sont les seuls à même de changer le rapport de force que veulent nous imposer le sionisme et les forces mondialisées. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre voie, mis à part celle-là, car aujourd'hui, ce qui se passe autour de l'Algérie est d'abord une inspiration israélienne. Alors moi, je vais terminer sur une question sur les réactions. On n'a pas eu le temps aussi de développer toutes les questions relatives à ce dossier. Les réactions, docteur Ayachi, notamment, qui sont unanimes, notamment dans le camp républicain, et c'est important de le soulever. Et on parle de baroudeurs, de la politique américaine, on ne parle pas des poids lourds. L'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, le sénateur d'Oklahoma actuellement, James Inhofe, qui ont regretté cette décision. Et évidemment, James Baker, qui a relevé que les États-Unis ont tourné le dos au principe d'autodétermination des peuples. Est-ce qu'il peut y avoir une pression au niveau du camp des républicains? Ce sont des grands noms de la politique, ce sont des grands messieurs de la politique, ce sont des aristocrates de la politique, ce n'est pas des voyous de la politique. Trump, ce qu'il a fait, c'est un acte voyou avec des voyous. Et donc, par conséquent, n'en déplaise, les États-Unis d'Amérique sont un grand pays qui a une tradition, qui ont des lois, qui ont une démocratie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle existe, qui ont un système politique qui a produit ce qu'il a produit de bien et de mal, et ils ne peuvent pas se déjuger par rapport à un concept qu'il faut le rappeler encore une fois, c'est un concept quasiment américain. Et ils se sont autodéterminés par rapport à la colonisation britannique. Et par conséquent, aujourd'hui, ce n'est pas d'un trait de plume que M. Trump vient compliquer, il va complexifier les relations internationales. Il va mettre le monde sens dessus-dessous avec cette histoire de décret. Nul pays responsable, aucun dirigeant de ce monde n'accepterait d'aller et de faire ce saut dans l'inconnu et de s'engager dans cette aventure. Impossible. Et puis en face, il y aura, ne le sous-estimez pas, je suis d'accord avec le professeur Zetouni, il y aura la réponse sahraoui sur le terrain.
Oui. Un peuple qui se bat pour sa dignité, sa liberté, il n'y a pas de décret dans ça. Il n'y a qu'un seul décret, c'est oui. La victoire au là-bas. Monsieur Bouhalfa Amazit, est-ce qu'il peut y avoir une pression de la part des Républicains, notamment, je pense que la solution ne viendra pas. Je pense que la solution ne viendra pas des États-Unis et ne viendra pas de l'opposition américaine, parce que d'une façon générale, vous savez, en dehors de l'Obamacare, rien n'est jamais remis en cause. Ouais. C'est pas, et puis, vous savez, c'est tellement loin, tellement avec tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Je crois que la solution viendra des peuples de la région et du peuple sahraoui en premier lieu, et du peuple marocain qui est un acteur principal. C'est l'acteur principal, parce qu'il n'a pas encore dit son mot. Ouais. Monsieur Brahim Zitouni, pour terminer. J'appelle à la vigilance par rapport aux manœuvres israéliennes, une vigilance extrêmement attentive. Les manœuvres israéliennes autour de l'Algérie, car ce qui se passe est une provocation contre l'Algérie. Il faut absolument être attentif et intelligent, ne pas tomber dans les provocations parce qu'on veut entraîner l'Algérie vers la guerre. Et en réalité, il faut avoir une riposte mesurée, intelligente, performante pour faire échec au plan sioniste. Monsieur Brahim Zitouni, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été parmi nous. Merci également à monsieur Amazit Bouhalfa, journaliste spécialisé dans les questions internationales. Et merci à vous, docteur Ayachi, président du comité de soutien au peuple sahraoui. Nous n'avons pas eu le temps de parler plus longuement avec nos invités par Skype, mais tout de même, ils ont fait des interventions très fortes, notamment monsieur Carlos Ruiz, juriste et professeur universitaire, que nous remercions. Nous remercions également depuis Paris, maître Gilles Devers. Merci, vous êtes avocat et représentant du Front Polisario. J'espère que nous avons pu vous donner donc un maximum d'informations sur cette question sahraoui qui évolue au jour le jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.